Chers patients, chères patientes, soyez les bienvenus à cette conférence audiovisuelle sur la fibromyalgie. En évoquant la fibromyalgie, nous sommes immédiatement placés devant deux problèmes. Le premier problème est le degré de précision du diagnostic. Le second est quelle thérapie possible appliquer. Sans diagnostic précis, les malades sont exposés au danger de voir leur maladie considérée comme un problème psychique. Actuellement, des actions sont en cours pour éliminer le terme fibromyalgie et le remplacer par le terme allodynie et l'inclure dans la liste des troubles somatoformes. Dans ce but, il est important de découvrir les processus d'analyse qui pourraient expliquer la propagation du syndrome de douleur. Le trouble somatoforme est défini par exclusionem, qu'il est caractérisé par le manque d'une systématique. En effet, dès qu'une systématique sera trouvée, la supposition incorrecte qu'il s'agit d'un trouble somatoforme deviendra reconnue comme faux. Une telle systématique est connue dans la vieille médecine extrême-orientale. La supposition du trouble somatoforme est donc fausse. Nous voyons ici ce que l'on appelle le méridien du gros intestin. Nous pouvons ainsi observer dans la partie grisée l'emplacement où les douleurs peuvent apparaître et jusqu'où elles peuvent se propager. De plus, la douleur peut se propager depuis le méridien du gros intestin en passant par le méridien de la vésicule biliaire jusqu'à l'occiput. Au niveau du méridien des poumons, nous pouvons observer que les douleurs s'étendent jusqu'aux épaules, aux avant-bras et aux ténards. Au niveau du méridien de la vésicule biliaire, nous pouvons observer le couvercle douloureux ou la partie douloureuse de ce qui est appelé l'hypocondrie ou ceinture costale. De là provient la dénomination d'origine hypocondre. Pour un autre méridien, ici le péricarde, on peut observer la possible propagation de la douleur qui peut être assimilée aux symptômes précurseurs d'une crise cardiaque. Dans le cas du méridien du rein, nous constatons que les douleurs qui naissent à l'intérieur de la cheville se propagent jusqu'à la cuisse et même dans la région inguinale en passant par le mollet. Pour le méridien de la vessie, je souhaite attirer votre attention sur deux faits très importants. Premièrement, une douleur très prononcée dans cette partie du dos. Puis, de grandes douleurs dans la nuque se propageant jusqu'à la région scapulaire. Nous sommes maintenant en mesure, à l'aide de ces méridiens, de définir les cadrans. Si un seul cadran est atteint, nous parlerons du syndrome fibromyalgique de stade 1. Si deux cadrans sont atteints, nous parlerons du syndrome fibromyalgique de stade 2. Si deux cadrans sont atteints d'un seul côté du corps, nous parlerons alors, dans ce cas particulier, d'une douleur latérale. Une autre situation se présente lorsque deux cadrans en diagonale sont atteints. Dans cette configuration, nous parlerons du syndrome fibromyalgique diagonal de stade 2. Trois cadrans sont touchés et la maladie se propage. Puis l'état final où les quatre cadrans sont atteints. Dans ce cas, il s'agit du syndrome fibromyalgique de stade 4, appelé auparavant syndrome fibromyalgique généralisé ou fibromyalgie généralisée. Actuellement, nous pouvons définir 4 domaines considérés comme champs opératoires. Une seule opération peut être effectuée à la fois. Par exemple, il est possible d'intervenir à l'intérieur de la cheville, ou à l'avant-bras, et à chaque fois à droite ou à gauche. Si nous voulons comprendre l'enchaînement qui provoque cette maladie, nous devons effectuer un lointain retour en arrière. Le surmenage physique est à la base du stress somatique.
Le surmenage psychique est à la base du stress psychique. Dans ces deux cas, il y a production des hormones du stress, telles que l'adrénaline par exemple. Ces hormones provoquent un état d'excitation des nerfs périphériques. Si cet état subsiste, les nerfs périphériques répondent par une réaction de protection et s'entourent d'une couche de protection constituée de cristaux de calcium tertiaire. Les images suivantes vous montrent les couches protectrices microscopiques enrobant les nerfs périphériques. Les leucocytes sont alors fixés par les cristaux de calcium car ils semblent agir comme des corps étrangers. La cascade inflammatoire locale débute alors par l'activité invasive des leucocytes. Cette inflammation locale ne peut être démontrée dans le sang périphérique ni diagnostiquée par une procédure adéquate. Néanmoins, cette inflammation existe et provoque pendant le traitement des formations collagènes et par la suite des cicatrices. Voici maintenant quelques affections histolopathologiques relevées sur des échantillons de tissus prélevés sur 101 malades. L'image numéro 1 montre une inflammation. Nous pouvons voir sur cette deuxième image l'inflammation et l'hyalinose du tissu tendineux. La troisième image illustre l'hyalinose du tissu tendineux accompagnée d'un œdème, gonflement des tissus. Une autre coloration a été choisie pour cette image. Il s'agit de la coloration selon la méthode de Van Gieson, où le collagène est coloré en rouge. Le collagène est à la base de la fibrose. Il s'agit ici de nouveau de la coloration HE, qui montre la fibrose et l'hyalinose. C'est une hyalinose du tissu tendineux accompagnée d'une fibrose, de nouveau selon la méthode de Van Gieson. Cette image montre très bien la fibrose et le collagène, ici colorés en rouge, pénétrant dans le lit du tissu musculaire coloré en marron. Sur cette photo, par contre, il est possible de voir la fibrose et l'hyalinose ainsi que le tissu tendineux exposé à la fibrose, que l'on reconnaît aux petites vacuoles présentes en haut et à gauche. Cette image montre une lipomatose, c'est-à-dire l'envahissement du tissu tendineux en présence de vacuoles par les cellules de graisse. Ici, nous pouvons voir une fois de plus l'hyalinose du tissu tendineux avec plusieurs celluloses. Et voici, à mon avis, l'image la plus importante. Elle représente un petit nerf périphérique compressé dans un tissu cicatriciel. Les constats pathologico-histologiques ont la valeur juridique d'expertise individuelle. Voici un exemple. Il s'agit d'un compte-rendu d'expertise qui est signé par le pathologiste correspondant. 101 constats d'expertise de ce type ont été analysés de manière synoptique. Le fait qu'une partie des affections énumérées est supérieure à 101 constats d'expertise s'explique par les résultats suivants. Les affections importantes sont notées par les couleurs jaune, rose et verte. La présentation visuelle de l'information démontre que le terme fibromyalgie a été correctement choisi. Il est possible de voir ainsi la répartition dans les trois couleurs mentionnées. Les connaissances de base en neurologie, neurochirurgie et chirurgie des mains montrent que les cicatrices provoquent le syndrome de compression des nerfs, c'est-à-dire entrapement neuropathie.
De nombreux articles ont été rédigés sur la relation entre compression des nerfs périphériques et l'origine de la douleur, comme par exemple dans ce livre publié par Madame Sommer. En page 39, il est noté que les nerfs peuvent être comprimés par des structures molles. Et nous pouvons lire sur la page suivante que les messages de douleur peuvent circuler jusqu'au cerveau sans qu'il y ait de stimulation périphérique correspondante. Et ceci uniquement dû au fait que les nerfs soient comprimés. Nur auf der Basis der Tatsache, dass die Nerven komprimiert werden. Au point d'acupuncture, les petits nerfs, il faut les imaginer de par leur taille, identiques aux nerfs dentaires, subiront par compression mécanique une neuropraxie et au maximum une axonotmésis. Cette détérioration des nerfs est réversible. La période nécessaire pour retrouver leur état initial varie selon les cas et est généralement comprise entre 3 et 40 mois. Cette information peut être vérifiée dans tout manuel neurochirurgical. Les patients que j'ai opérés guérissent d'habitude au maximum dans les 12 mois suivant l'opération. Néanmoins, j'ai rencontré des patients qui doivent attendre entre 18 et 24 mois le rétablissement total. Les nerfs blessés au point d'acupuncture engendrent exactement les symptômes et apparences de maladie contre lesquels ils sont traités par les aiguilles en acupuncture. Par exemple, si dans le cas d'un traitement de douleur à la tête, un point d'acupuncture est piqué par l'aiguille, ce point, s'il devient malade, engendre les douleurs à la tête. C'est ce que j'appelle l'effet contraire. Cet effet contraire est connu dans le domaine de l'homéopathie. On parle alors de fenêtre de dosage. De la même façon, l'homéopathie connaît l'aggravation initiale, qui signifie l'aggravation des symptômes de la maladie lorsque le patient reçoit le bon médicament dans le bon dosage. Cette aggravation initiale se produit aussi après l'opération du cadran, surtout quand il s'agit d'une douleur qui dure déjà depuis plusieurs années. Cette connaissance de base que je vous ai présentée jusqu'à maintenant ouvre le chemin au traitement causal de la fibromyalgie, qui est souvent faussement appelée aussi d'allodynie ou trouble somatoforme douloureux. Il est ainsi possible de déterminer dans quel cadran le syndrome de la douleur a commencé et quel est le cadran le plus douloureux. Cette notion de localisation de la douleur de cadran est reconnue et enseignée en médecine universitaire. L'explication des cadrans est fournie dans l'œuvre de Zenz Jurna. Ici, nous pouvons observer clairement la représentation d'un cadran supérieur gauche et la représentation du côté droit atteint du corps. Cette notion de douleur de cadran est couramment utilisée dans les examens appelés Complex Regional Pain Syndromes. Si nous connaissons l'origine de la douleur dans un cadran, nous arriverons à comprendre également les douleurs des autres cadrans et les douleurs latérales qui apparaissent pendant le CRPS. Le complexe Regional Pain Syndrome n'est rien d'autre qu'une fibromyalgie post-traumatique ayant pour origine le côté lésé, comme par exemple la conséquence d'une blessure suite à un accident du travail. La douleur latérale est désignée dans les manuels de formation médicale par la douleur du thalamus, la douleur diagonale comme la douleur bulbaire ou pontine. On peut retrouver l'image précédemment présentée pour illustrer la douleur latérale dans les manuels traitant de thérapie de la douleur. Ici, il s'agit de la douleur du thalamus.
L'image que j'ai précédemment montrée illustrant la douleur diagonale figure dans les manuels de thérapie de la douleur, cette fois-ci comme douleur bulbaire ou pontine. L'interprétation, comme la maladie centrale nerveuse, mène dans une impasse. L'homme ne sait pas quelle en est l'origine, ne connaît aucune thérapie et les diagnostics sont erronés. Néanmoins, ma conception prévoit que les impulsions de la périphérie qui viennent des nerfs endommagés sont traitées progressivement au niveau central, puis mémorisées en tant que douleur. Voici la représentation de Frida Kahlo, montrant le résultat final d'une telle excitabilité périphérique, d'excitation périphérique pathologique. En fonction de ces connaissances, une stratégie opératoire peut être développée. Si l'on est en présence d'un malade où il est évident que la douleur provient du cadran supérieur droit, et s'il s'agit d'un droitier exerçant une activité physique normale, ayant éventuellement subi un stress psychique, il faut alors opérer dans le cadran supérieur droit. Suite à l'opération du cadran concerné, la guérison se propage ensuite au cours des 3, 6 et parfois 9 mois vers les cadrans voisins. Et ce n'est qu'au bout de 12 mois qu'elle arrive au cadran du côté opposé. Les interventions nécessaires seront toutes effectuées sous anesthésie locale. L'anesthésie dans le plexus est suivie par l'opération de l'avant-bras. L'image montre la réalisation d'une anesthésie du plexus d'une malade allongée. Sur cette image, la manchette est déjà en place. Le passage du méridien du gros intestin est tracé et la future incision prévue est tracée à l'aide d'un crayon bleu. Cette image montre le tracé de l'incision sur le coude droit d'un patient masculin. Sur cette image, vous pouvez voir le tracé de l'incision sur le coude gauche d'une femme. Vous noterez que les appareils microchirurgicaux et les puissantes lunettes grandissantes sont indispensables lors de ces opérations. Sur cette image, nous voyons le gros intestin, point numéro 7. Vous noterez sur l'agrandissement la finesse du nerf isolé. Ce dernier est indiqué par la pointe de la pince hémostatique fermée. Sur cette image, nous pouvons voir la découpe sous forme de bande, réalisée de façon très précise avec le scalpel. Il est indispensable d'être très prudent, car le nerf est situé juste derrière. Cette image montre la suture intracutanée réalisée